Affaire Bahongla, l'état profond se réveille. Imaginez. Vous vous réveillez un matin. Votre avocat, celui qui vous défend, celui qui a signé une lettre explosive qui a fait trembler le palais d'Etoudi, a disparu. Il se désolidarise. Il renie publiquement la lettre. Il abandonne. Et pendant ce temps, une machine judiciaire invisible s'est déjà mise en marche contre vous. Pas sur la base d'une plainte officielle. Pas sur la base d'un dossier solide. Mais sur quelque chose de bien plus dangereux, la volonté de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir dans l'ombre. Bienvenue dans l'affaire Bahongla. Une affaire qui n'est pas une simple querelle de filiation. Une affaire qui touche aux fondations les plus profondes du système BIA. Aux secrets les mieux gardés d'un État qui sait tout, contrôle tout, et punit quiconque ose parler. Et aujourd'hui, nous allons tout décortiquer. Jusqu'au bout. Partie 1. Contexte des faits, quand un avocat prend la fuite. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au 27 avril. Ce jour-là, une lettre circule sur les réseaux sociaux camerounais. Elle est explosive. Elle est signée du cabinet Ruffin-Maillan. Et elle réclame quelque chose d'impensable dans le Cameroun de Paul Biya, des tests ADN. Des tests ADN impliquant le chef de l'État lui-même. Vous imaginez le séisme que cela représente. Dans un pays où on ne prononce pas le nom du président sans baisser la voix, un avocat vient de demander qu'on prélève l'ADN du patriarche de Mvomkar. Ce n'est pas une lettre. C'est une bombe. Mais attendez. Parce que 3 jours plus tard, le 30 avril, quelque chose de troublant se produit. Le cabinet Ruffin-Maillan écrit au lieutenant-colonel, chef du SCRJ, le secrétariat à la recherche judiciaire. Et dans cette lettre, il dit noir sur blanc, « Je ne me reconnais pas dans cette correspondance ». Il prend ses distances. Il se désolidarise de son propre client. Sous pression? Par calcul? Par peur? On ne le sait pas officiellement. Mais une chose est certaine, au moment précis où la température monte, au moment précis où l'affaire devient nationale et internationale, l'avocat lâche la main de son client et disparaît dans l'ombre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la nature a horreur du vide. Et dans cette affaire, le vide a été comblé par une figure dont le seul nom suffit à faire réagir les chancelleries étrangères. Partie 2. Le conflit, Alice Ncom entre en scène et le SCRJ révèle sa vraie nature. Le même jour, le 30 avril, 2 avocats se constituent pour défendre Georges Gilbert Bahongla. Maître Alice Ncom. Et Maître Garsen Medou. Permettez-moi de m'arrêter sur ce nom. Alice Ncom. Ce n'est pas n'importe quelle avocate. Ce n'est pas une avocate de droit commun qui défend des affaires de droit foncier ou de contentieux commercial. Alice Ncom, c'est une voix internationale des droits humains. Primée par Amnesty International. Reconnue par les instances panafricaines. Respectée par les institutions européennes. Quand elle se constitue dans une affaire camerounaise, les ambassades bougent. Les chancelleries regardent. Les organisations internationales sortent leurs carnets. Et c'est exactement ce qui inquiète le pouvoir. Mais revenons aux faits. Maître Ncom et Medou demandent un report d'audition d'1 semaine. C'est une demande standard. Normale. Légale. Toute nouvelle équipe de défense a besoin de temps pour prendre connaissance du dossier. C'est le BABA du droit. Et qu'est-ce que le SCRJ fait? Il refuse. Mais pas par écrit. Par téléphone. Et pas n'importe quel jour. Un jour férié. Le 1er mai. Maître Alice Ncom ne tarde pas à réagir. Dans un courrier daté du 4 mai, elle relève froidement 2 irrégularités procédurales majeures, une réponse orale à une demande écrite, et une communication faite un jour non œuvré. 2 irrégularités. Documentées. Officielles. Et désormais dans le dossier. Voilà où nous en sommes. D'un côté, une défense qui se consolide méthodiquement, qui documente chaque erreur de procédure, qui bâtit pierre par pierre un dossier solide. De l'autre côté, une machine judiciaire qui semble pressée, trop pressée, et qui, dans sa précipitation, laisse des traces. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant que Maître Ncom écrit ses courriers, sur les réseaux sociaux, un personnage sort de l'ombre pour attaquer Bahongla. Un universitaire, dont nous tairons le nom, publie un texte virulent. Il traite Bahongla de fuyard piteux, d'imposteur de mauvais goût, de lâche. Il fait un point juridique sur la compétence des tribunaux civils pour les tests ADN.
Ce point est réel. Techniquement, il n'a pas tort sur la procédure. Mais la violence du vocabulaire trahit quelque chose. Quand on a raison sur le fond, on n'a pas besoin de hurler. Quand les arguments sont solides, on n'insulte pas. Cette fébrilité révèle une anxiété que les arguments seuls n'expliquent pas. Et c'est ce que nous allons décortiquer maintenant. Partie 3, révélation et décryptage, une plainte qui n'existe peut-être pas. Voici le cœur du problème. Le nœud gordien de toute cette affaire. La convocation du secrétariat à la défense, le CED, ne mentionne aucun plaignant. Lisez bien. Pas de nom. Pas de plaignant officiel. Aucune mention de Franck-Emmanuel Olivier Biya comme auteur d'une plainte formelle pour diffamation et cybercriminalité contre Georges Gilbert Bahongla. Et c'est là que certaines sources très bien introduites au palais d'Etoudi commencent à parler. Selon ces sources, et ici nous nous plaçons dans le domaine de l'analyse et non de la certitude, il n'y aurait pas eu de plainte formelle déposée par Franck Biya. Ce que nous vivons ne serait pas une procédure judiciaire classique. Ce serait, selon ces analyses, une autosaisine opportuniste. Une manœuvre montée pour faire plaisir à celui qui est déjà perçu par beaucoup comme le futur patron présomptif du système Biya. Jean-Marc Sobot, analyste du système politique camerounais, va encore plus loin. Il soutient que les poursuites évoquées relèveraient davantage d'un règlement de compte interne que d'une procédure judiciaire normale. Il décrit un système opaque, dominé par des rivalités de clans, où les questions de filiation, et notamment celles qui entourent Bahongla et Franck Biya, sont connues dans certains cercles, mais volontairement entretenues dans le flou. Volontairement entretenues dans le flou. Parce que ce flou arrange quelqu'un. Parce que ce flou profite à quelqu'un. Et selon Sobot, ce quelqu'un, c'est Paul Biya lui-même. Revenons sur le tandem qui serait à la manœuvre. Selon ces mêmes analyses, l'idée de punir Bahongla ne procéderait pas d'une plainte. Elle procéderait d'une machination politique orchestrée par le duo Ngo, Galax et Toga. Deux noms du sérail. Deux piliers discrets du système. Qui, d'après ces sources, auraient activé la machine judiciaire non pas pour rendre justice, mais pour faire taire. Et Jean de Dieu Momo dans tout ça? Cet éternel second couteau du système, toujours là où les coups se préparent, est lui aussi cité parmi ceux qui trouvent leur compte dans cette agitation. Mais voilà le paradoxe absolu de cette affaire. En cherchant à faire taire Bahongla, le système a produit exactement le contraire. L'activisme judiciaire anti-Bahongla n'est pas la preuve que Bahongla n'est pas le fils de Paul Biya. C'est une preuve d'autre chose. Une preuve que quelque chose couve. Une preuve qu'une nuit des longs couteaux se prépare silencieusement au sommet de l'État. Partie 4, analyse satirique et décryptage profond, le secret le mieux gardé du Cameroun. Permettez-moi maintenant de vous emmener là où les médias camerounais n'osent généralement pas aller. Pas dans la rumeur. Pas dans la diffamation. Mais dans cette zone grise entre l'histoire officielle et la réalité vécue, que certains observateurs et analystes commencent à documenter. Qui est vraiment Paul Biya? L'homme qui règne sur le Cameroun depuis 1982 est souvent présenté comme le patriarche Bulu de Mvomkar. Mais selon certaines analyses historiques, Paul Biya n'est pas Bulu. Il est Yezoum. C'est sa mère, Anastasie et Ngaël, qui étaient Bulu. Son père, Étienne Mvondo Assam, était un catéchiste Yezoum qui avait émigré en terroir Bulu. Biya, qui ne s'exprime jamais en langue Bulu, même à Mvomkar, il parle à tous en français exclusivement, est, de fait, un frère Yezoum par la lignée paternelle. Détail supplémentaire troublant, selon ces mêmes sources, Biya n'est pas son nom de naissance. Le patronyme de circonstance, Biya, aurait été emprunté chez un ami de la famille. Lorsque les médias évoquent le fameux « clan Nangaï Boko », peut-être faudrait-il se souvenir que Paul Biya est lui-même le chef de ce clan, qu'il n'assume jamais publiquement. Mais ce n'est pas tout. L'affaire Bahongla vue de l'intérieur de la famille. Georges Gilbert Bahongla a grandi dans la famille Biya avec le statut de fils du frère aîné du président, Benoît Assam Mvondo, décédé en septembre 2012. Selon des sources proches du dossier, c'est Paul Biya lui-même qui l'y aurait discrètement placé, notamment pour le soustraire à la vigilance d'Amadou Ahidjo, son prédécesseur, très rigoureux sur les questions de mœurs de ses collaborateurs. Car Ahidjo, le rigoriste, savait. Il savait que Paul Biya, son dauphin, son fils spirituel qu'il avait formé et placé, était ce qu'on appelait poliment dans les cercles du pouvoir un coureur de jupons. Ses collègues s'en plaignaient. C'était Ahidjo qui calmait le jeu. Et parmi les préférences de M. Biya dans ce domaine particulier, les témoignages convergent sur une inclination marquée pour les femmes métisses.
l'épouse de Benoît Assam Mvondo avait adopté Baongla. Elle avait plaidé quasiment toute sa vie pour sa reconnaissance officielle à l'état civil. Elle dormait, dit-on, avec une photo de lui à son chevet. Et à sa mort, on avait introduit une photo de Baongla dans son cercueil. Ce n'est pas une rumeur. C'est une information vérifiée par plusieurs sources. L'affaire Baongla n'est donc un secret pour personne dans la famille Biya. Ce que les réseaux sociaux découvrent avec stupéfaction, les initiés le savent depuis des décennies. Et Franck Biya? Qui est sa vraie mère? Voici la révélation qui éclaire tout le reste. Franck Emmanuel Olivier Biya, l'homme qui se présente aujourd'hui comme le fils aîné légitime du président, serait né, selon des sources sérieuses, des œuvres de Paul Biya avec Gisèle, la nièce métisse de son épouse Jeanne-Irène Biya. La propre nièce de sa femme. Imaginez la scène. La première dame apprend que son mari, l'homme qu'elle a soutenu, porté, défendu, a eu un enfant avec la fille de sa propre sœur aînée. Imaginez l'ambiance au palais. Imaginez le silence diplomatique qui s'est imposé, comme toujours dans les grandes familles africaines face au scandale que la décence interdit de nommer. La bonne Bantou, armée de cette générosité qui force le respect, avait pris sur elle l'éducation de Franck. Elle s'était montrée intraitable, rigoureuse, exigeante envers ce fils qui n'était pas le sien biologiquement. Et, selon une source dans la famille, Franck Biya n'a su que Jeanne-Irène n'était pas sa vraie mère qu'au décès de celle-ci, en juillet 1992. Il n'avait alors que 21 ans. Gisèle, quant à elle, elle est aujourd'hui plusieurs fois divorcée. Elle vit discrètement en Europe, avec des allers-retours au Cameroun. Et selon certains témoignages, Paul Biya n'aurait jamais vraiment cessé de la fréquenter en secret. Ce qui signifie que dans cette guerre de succession qui se joue devant nos yeux, les deux prétendants, Baongla et Franck, partagent peut-être le même père. Et que l'État, au lieu de laisser la justice faire son travail, a choisi de désigner un gagnant par la voie judiciaire. La satire camerounaise au cœur du réel. Permettez-moi maintenant de porter sur tout cela le regard que cette affaire mérite vraiment. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans ce qui se passe. Quelque chose qui nous ressemble et qui devrait nous interpeller. Nous avons un chef d'État qui, depuis 43 ans, a construit autour de lui un système d'opacité totale. Un homme qui vit, selon ses propres proches, dans une sorte d'îlot. Entouré d'éléments de son armée personnelle. Coupé du monde réel. Cet homme, qui a laissé son propre frère cadet purger une peine de prison pour des délits de droit commun sans intercéder, est le même homme dont on dit qu'il demande régulièrement des nouvelles de ses prisonniers pour s'assurer qu'ils subissent vraiment leur punition. Pas pour vérifier qu'ils vont bien. Pour vérifier qu'ils souffrent vraiment. Rappelez-vous Dieudonné Angoula. L'ancien directeur des télécommunications. L'homme chez lequel Paul Biya est réputé avoir demandé la main de Chantal Biya. Cet homme a été condamné à 15 ans de prison pour détournement de deniers publics avec l'aval de Biya. Il est décédé à la prison principale de Kondangui en décembre 2009. Son crime? Peut-être d'en savoir trop. Peut-être d'avoir été trop proche. C'est le paradigme Biya, on peut être votre ami intime, votre complice, le parrain de vos enfants, et vous finir en prison si vous devenez un encombrement. Et c'est exactement ce que risque d'être Baongla aujourd'hui, un encombrement dans la grande mécanique de la succession. Parce que derrière tout ce bruit, derrière toutes ces convocations et ces lettres d'avocats, il y a une question simple que personne ne pose officiellement mais que tout le monde murmure. Qui va succéder à Paul Biya? Franck Emmanuel, le fils, officiel, entretenu dans les cercles du pouvoir, protégé, promu, dont on dit qu'il serait le futur patron exécutif présomptif? Ou quelqu'un d'autre, issu d'une ligne de filiation que l'État veut à tout prix étouffer? Voilà pourquoi l'entrée d'Alice Ncom dans ce dossier est si significative. Elle ne vient pas défendre un simple prévenu de cybercriminalité. Elle vient défendre quelqu'un dont le dossier, s'il arrive devant une juridiction internationale, pourrait faire trembler des années de construction du mythe présidentiel. Et tout ce flou soigneusement entretenu sur les filiations, les plaintes qui n'existent peut-être pas, les procédures bafouées, arrangent précisément celui qui en a le plus besoin, Paul Biya lui-même. Parce que tant que l'opinion débat des tests ADN et des enfants naturels, elle ne débat pas des réformes constitutionnelles controversées. Elle ne débat pas de la gouvernance. Elle ne débat pas de l'avenir du pays. C'est la plus vieille technique du pouvoir africain, le scandale privé comme rideau de fumée devant le désastre public. Conclusion, la question que personne ne veut poser. Alors où en sommes-nous? Un avocat a fui sous pression au moment le plus critique.
Une avocate de stature internationale vient de prendre le relais et documente méticuleusement chaque irrégularité. Une machine judiciaire s'est mise en marche sans plaignant officiel identifié. Et derrière tout cela, un système qui tremble à l'idée que les secrets d'une vie, 43 ans de pouvoir, des enfants cachés, des familles reconstituées dans l'ombre soient finalement exposés au grand jour. Ce qui est en jeu dans l'affaire Bahongla, ce n'est pas la réputation d'un homme. Ce n'est même pas la question de l'affiliation. Ce qui est en jeu, c'est la nature même du système politique camerounais. Un système où la justice n'est pas un service public mais un outil. Où les procédures ne servent pas la vérité mais le pouvoir. Où les secrets de famille sont aussi des secrets d'État. Et vous, qui regardez cette vidéo ce soir, je vous pose la question directement. Dans un pays où même les enfants du président doivent se battre pour exister officiellement, que reste-t-il pour les citoyens ordinaires? Quelle justice peut-on encore attendre d'un système qui ne reconnaît ses propres fils qu'en fonction des intérêts du moment? L'affaire Bahongla n'est pas finie. Elle vient à peine de commencer. Et au rythme où les révélations s'enchaînent, la prochaine séquence pourrait bien être la plus explosive. Restez connectés. Partagez cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que la vérité sur la filiation de Bahongla sera un jour reconnue officiellement ou cette affaire sera-t-elle étouffée comme tant d'autres avant elle?